Bonjour à tous. Je vais d'ores et déjà appeler en fait mon panel pour qu'il puisse s'installer. Donc Marcela Gomez de Sensat, les Amis de la Terre Colombie, ici présente. Marcela, if you like to take a seat. Pascal Durand, député européen Europe Écologie Les Verts. Et Philippe Barrette, professeur à l'Université de Louvain. Alors, juste pour vous préciser, effectivement, que Marcela va faire une intervention en espagnol. Donc, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs en temps utile. Donc, effectivement, on entame en fait la deuxième partie de la journée et de cette conversation autour de deux panels qui vont revenir sur ce qu'on a appelé les solutions climat, voire les fausses solutions climat. J'ai la chance d'accueillir avec moi un panel de haut vol qui va nous permettre de revenir un petit peu sur ces solutions qui ont été largement promues ces dernières années. Évidemment, l'enjeu de la COP21, c'est bien sûr de pouvoir parvenir à un accord climat ambitieux et juridiquement contraignant qui permette de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. On l'a vu, et Laurent Bopp nous le rappelait tout à l'heure, le problème c'est qu'on est d'ores et déjà en fait dans une tendance qui va vers 4 degrés et qu'on est déjà potentiellement dans un monde à 4 degrés. L'enjeu évidemment c'est effectivement de travailler sur comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre et comment certains secteurs qui sont pourvoyeurs de ces émissions vont pouvoir se réguler, s'organiser pour contribuer largement à ce défi climatique. L'objectif de la discussion de ce matin, en fait, c'est de revenir sur des solutions qui ont été largement promues ces dernières années, des solutions qui sont apparues comme des remèdes miracles et qui ont été largement soutenues par des politiques publiques très volontaristes qui ont mené à des programmes, des projets qui ont aujourd'hui fait qui ont témoigné, enfin qui ont aujourd'hui été mis en œuvre. Et l'enjeu, c'est aussi de revenir en fait un petit peu sur cette discussion, ces projets, cette expérience, puisqu'on a aujourd'hui un recul sur ces projets-là, et d'avoir des témoignages directs, notamment via ce que va nous raconter Marcela aujourd'hui sur ces projets. On va faire un petit focus sur 2 types de solutions qui ont été promues. Un premier qui a lieu à ce qu'on appelle les projets RED, qui en anglais veulent dire réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Ces projets RED ont été largement promus depuis 2005 et ont abouti, je le disais à l'instant, à la mise en place de dispositifs, notamment en Colombie. Quels ont été les effets de ces projets? Y a-t-il des effets pervers? Sachant que l'enjeu aujourd'hui, évidemment, le cahier des charges, c'est ce qu'on a rappelé ce matin, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire nourrir l'humanité en qualité et en quantité suffisante, tout en répondant aux défis climatiques. Le deuxième type de projet sur lequel on va s'attarder, c'est ce remède miracle appelé les agrocarburants, avec l'intervention de Pascal Durand, qui va revenir sur cet engouement très fort pour cette solution, visant à utiliser des matières premières agricoles pour nous permettre de continuer à faire rouler nos voitures et donc à pouvoir encore une fois répondre en fait à l'appel de ces logiques environnementalistes de pouvoir en fait préserver l'environnement. Et puis, on a souhaité aussi pour ce panel avoir une discussion sur prendre un petit peu de recul et avoir le concours en fait de Philippe Barrette, qui est ingénieur agronome, chercheur à l'université de Louvain, pour pouvoir en fait bien sûr regarder la question de la production. Quand on regarde le secteur agricole, on parle beaucoup de production, on parle beaucoup de transformation, mais assez peu finalement de l'ensemble du système alimentaire. C'est ce que nous rappelait Hillel Elver ce matin. Il faut prendre un pas de recul, regarder comment fonctionne ce système alimentaire et regarder notamment du côté de la consommation. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Je vais laisser la parole avant tout à Marcela Gomez pour qu'elle nous donne un petit peu son éclairage sur ce qui se passe en Colombie.
Vale, gracias, Elise. Merci beaucoup, Élise. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là avec vous et je vous remercie donc de cette invitation au nom de nos ONG, Amigos de la Tierra Internacional, sur les projets RED en particulier et d'autres projets qui font partie des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. On m'a demandé de parler du projet RED et RED+, et de quelle façon cela se reflète dans la réalité en Amérique latine. Je vais commencer en vous disant que la déforestation, le déboisement est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'était en effet un but de la Convention cadre sur le changement climatique. L'un des buts, c'était de faire face à cette déforestation pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la stratégie RED a fait l'objet d'une grande promotion. En effet, la première proposition, c'était, je pense, en Nouvelle-Guinée en 2007, c'était la première proposition. Et on parle de RED+, ensuite, lorsqu'il y a également des mesures d'incitation à la conservation et à la gestion durable des forêts avec la participation et l'implication des communautés qui y habitent. On a également parlé d'une proposition de ces mécanismes RED en tant que mécanisme de développement propre, mais cela n'a pas été inclus dans le protocole de Kyoto. Cela n'en fait pas partie. Bon, il est vrai que on est un peu à la fin, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le protocole de Kyoto, mais ça n'y était pas, dans tous les cas. Donc, les initiatives que l'on a maintenant sont à caractère volontaire. Il s'agit de projets pilotes, étant donné que ce n'est pas réglé, ce n'est pas donc réglementé en quelque sorte par le protocole de Kyoto. Pour vous éclairer un petit peu, pour que vous voyez un petit peu mieux quel est, disons, le cadre dans lequel s'insèrent ces propositions, je vous rappellerai les deux conditions essentielles pour qu'il y ait un projet RED. Tout d'abord, il doit bien sûr y avoir une couverture forestière hébergeant ou pouvant héberger de grandes quantités de carbone. Et deuxièmement, qu'il y ait une forte pression vers la déforestation ou un fort taux de déforestation. C'est le cas dans des pays du Sud, dans des pays en développement, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. C'est le cas très souvent. Quant à l'Amérique latine et à la Colombie, ces deux conditions sont remplies, dirais-je, de façon quasiment parfaite. N'est-ce pas? Nous avons, nous, en Colombie, 51% de notre territoire et donc consiste en des forêts, mais il y a un taux de perte de ces forêts qui est très, très élevé. Pour vous donner juste un chiffre, en 2013, 120 000 hectares ont été déboisés en Colombie. Et nous avons perdu à peu près 4 millions d'hectares de forêt dans le courant de ces dernières années. Quels sont les moteurs, les causes de la déforestation de ces forêts? Bien sûr, il y a toujours l'utilisation des terres pour l'agriculture ou pour des activités minières, les projets d'infrastructures, les incendies, les cultures illicites, ce qui s'étend beaucoup en Colombie depuis quelque temps, la surexploitation du bois. Et ces zones boisées qui sont donc l'objet d'une forte pression de déboisement se trouvent en général au pied des montagnes tropicales, des Andes et également un petit peu dans le nord également des Andes. Un peu comme c'est le cas au Pacifique Sud. Donc nous avons quelques projets. Dans le cadre des accords de Cancun, il y a une feuille de route pour pouvoir commencer à mettre en œuvre ces projets. Nous avons donc accepté cette feuille de route en Colombie. On a lancé une stratégie d'orientation avec un financement de la Banque mondiale, de l'ONU, d'autres organisations internationales, avec un projet de banque carbone. On a commencé à mettre en œuvre des activités, des actions pour pouvoir nous orienter et commencer à mettre en place ces projets. Disons que la première partie, ou plutôt la feuille de route n'a pas été mise en œuvre, disons, jusqu'au bout. Il y a donc des projets plutôt en phase de préparation. Parfois, c'est tout simplement la conception ou l'idée du projet. D'autres ont déjà commencé à être mis en route. Mais quel est le rapport avec la fin
qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ces zones boisées, ces forêts qui existent dans le monde, eh bien, elles ne sont pas inhabitées. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui dépendent des forêts pour leurs moyens de survie, pour avoir également des médicaments ou des substances pouvant servir à des médicaments, et également pour leur nourriture en partie. Et plus de 60 millions de ce milliard de personnes sont des populations autochtones. Donc les forêts ne sont pas uniquement des banques de carbone ou des marchandises à commercialiser. Il s'agit de régions habitées et il y a des rapports qui sont complexes entre les communautés locales et la conservation. Il y a des valeurs complexes également qui sont en jeu, qui sont liées aux communautés autochtones et locales, qui sont donc celles qui habitent ces territoires. Je n'ai pas le chiffre des communautés qui sont d'ascendance africaine, mais il s'agit également d'un nombre assez important de communautés, tout au moins en Colombie. Nous avons également des descendants d'Africains qui sont répartis dans ces régions. Il ne s'agit pas uniquement des autochtones indiens de la région. Donc, il ne s'agit pas de régions inhabitées, loin de là. En Colombie, disons qu'il y a un chevauchement entre les communautés autochtones et d'autres communautés locales de paysans et les forêts. Donc, je vous ai déjà parlé des chiffres de la déforestation. Ce sont des taux très élevés. Que se passe-t-il? À part les moteurs que nous connaissons, il y a d'autres causes sous-jacentes de la déforestation dans notre pays. Et je pense que c'est le cas pour d'autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je ne connais pas très bien la situation en Afrique et en Asie, mais dans notre continent, je crois que c'est assez courant. Il y a tout d'abord des politiques qui ne sont pas cohérentes. Il y a une incohérence des politiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de développement de notre président, M. Santos. Il y a des projets d'extraction, des projets miniers qui sont la locomotive du développement. Et d'un autre côté, on parle de projets verts, on parle de conservation de la nature, mais tout ceci est peu cohérent. Il y a un manque de cohérence politique, un manque de cohérence institutionnelle. On va accorder ou on va, disons, affecter des terres en donnant des titres de propriété pour des activités d'extraction. Il y a également un taux de corruption assez fort dans notre pays et dans d'autres pays RED. Donc, les zones qui sont sensibles pour ces projets RED, pour nous, c'est plutôt dans la région de l'Amazone et de la côte pacifique. Il s'agit de zones sensibles pour la Colombie. Et ça serait donc les zones où l'on pourrait mettre en place des projets RED sur ces sites. La corruption, je le répète, est très forte. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y a des conflits armés. Les institutions ne sont pas suffisamment solides. Et donc, il s'agit d'éléments très inquiétants lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre ces projets. Mais il n'y a pas que cela. Nous voyons également qu'il y a une incertitude scientifique très forte quant à ces projets RED. Non seulement pour ce qui concerne l'augmentation réelle des températures, comme on nous l'a déjà dit, mais également une incertitude quant à l'efficacité des stratégies d'atténuation. C'est-à-dire savoir si dans le bilan final des émissions, ces projets sont efficaces ou pas. L'incertitude est encore très forte à ce sujet. Ensuite, ces réductions, si elles existent, elles ne sont pas permanentes. Les cycles bio-géochimiques de la nature sont relativement courts. Et il y a également, pour les projets RED, je crois qu'ils distraient un peu l'attention et donc on laisse un peu de côté les causes véritables du changement climatique. C'est-à-dire qu'on cesse de parler des combustibles fossiles et on pense tout simplement à l'atténuation de l'émission permanente, mais pas, disons, à répondre aux causes profondes. Donc, l'incitation au projet RED, je dirais que ça peut parfois avoir des effets pervers. Pourquoi? Parce que cela favorise aussi certaines menaces
à la déforestation. Pourquoi? Si l'on parle de production d'émissions en raison de la déforestation, et si on parle de déforestation évitée, donc forcément, il faut qu'il existe préalablement une pression vers la déforestation. Donc, on pense d'une déforestation planifiée pour pouvoir avoir ensuite un projet REDD. Disons, déforestation planifiée par des industries extractives, parce que c'est la condition nécessaire, indispensable pour ces projets. Sinon, il ne peut pas y avoir de projet REDD. Il y a également une aggravation des conflits pour l'utilisation des terres. Les droits carbone sont limités, à savoir, on va plutôt mettre l'accent sur ces droits carbone avant les droits à la terre qui doivent être respectés pour les communautés autochtones et d'ascendance africaine. Il y a également les droits de propriété sur le carbone, ça c'est assez confus, assez incertain, on ne sait pas très bien si cela existe ou pas. Parfois, disons qu'il est stocké dans les parties boisées, dans les parties ligneuses, mais lorsqu'il se trouve dans l'atmosphère, c'est plus difficile. Donc avec la respiration, avec la transpiration, etc., on ne sait pas très bien comment il peut y avoir un suivi de ce carbone et le mesurer. Quant à la fixation du prix, le prix qui serait fixé pour nos forêts. Cela veut dire également qui pourrait payer ces bois, ces forêts. Et clairement, les communautés autochtones, les communautés locales de nos territoires n'ont pas les capacités de payer pour ces forêts. Donc la question reste ouverte. Qui aurait les moyens de payer ces forêts, le prix de ces forêts et d'acquérir les droits y afférents? Je voudrais également souligner que ces projets, disons, comment peut-on réduire la déforestation et la dégradation pour pouvoir garder les communautés sur place et qu'elles ne migrent pas? Il s'agit bien entendu de la gestion territoriale, de l'aménagement du territoire. Et cette gestion ne consiste qu'à interdire toutes les pratiques traditionnelles de gestion. Donc, il est interdit, bien sûr, l'abattage. On ne peut pas couper, disons, un arbre pour pouvoir avoir du bois pour construire une maison. Les habitants ne peuvent pas avoir des parcelles agricoles, une petite parcelle agricole que l'on avait traditionnellement en tant que communauté sédentaire, par exemple. Donc, il y a une forte restriction à ces activités traditionnelles. Et cela fait partie des projets REDD. Et nous pensons qu'à moyen terme, finalement, les communautés vont devoir quitter leur territoire. Cela ira dans ce sens. Les communautés ne peuvent pas rester sur place si elles n'ont pas de souveraineté alimentaire, si elles n'ont pas d'accès aux médicaments auxquels elles avaient accès auparavant, si elles ne peuvent pas construire leur maison, tout simplement. En utilisant les produits de la forêt. Un autre souci, c'est que ces activités pourraient faire que les forêts dégradées pourraient devenir des plantations à monoculture. C'est le cas déjà en Indonésie. Dans d'autres cas, au Brésil, par exemple, on va promouvoir l'exploitation du bois. On va violer les droits de l'homme. Cela arrive souvent dans certaines communautés dans différents pays du monde. Il y a un risque non. Donc, au Mozambique, on ne peut pas avoir des cultures vivrières pour pouvoir stocker le carbone ou plutôt le séquestrer pendant 99 ans, c'est-à-dire la durée de ces contrats. Dans d'autres pays, nous avons par exemple le paiement pour les services de l'environnement qui permettent des activités telles que l'exploitation pétrolière. Ailleurs, il s'agit de la culture de l'huile de palme, enfin de la palme à huile. Dans d'autres pays, il n'y a pas de possibilité d'agriculture. Oui, je sais que je dois finir. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. 2 éléments de plus. Au Pérou, par exemple, les Churi Lama avaient signé un contrat de 133 000 hectares sans la possibilité d'avoir des cultures et ils allaient recevoir 35 centimes de dollars pour chaque hectare conservé. Ils ont donc, cette communauté autochtone a donc décidé de renoncer à ce projet, voyant qu'ils n'allaient recevoir qu'un seul, donc 35 centimes. Au Brésil, il y a également des restrictions très très importantes où les droits sur la terre ne sont pas respectés. Et je pense que je n'ai plus le temps, donc j'arrête là. Merci beaucoup. Merci Marcela.
Je vais retirer, sinon je m'entends. Merci Marcella. Je vous coupe, mais vous aurez le temps de revenir un petit peu sur ces impacts et puis notamment sur cette question importante que vous soulevez qui est liée à la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a une régulation qui se met en place, mais c'est une régulation qui se fait au détriment en fait du droit à la participation et du droit de ces communautés. Je vais donner la parole à Pascal Durand. Pascal Durand qui me confiait qu'il avait un souvenir particulier de cette salle puisque Pascal Durand est cofondateur d'Europe Écologie et cette salle a accueilli, je crois, le lancement d'Europe Écologie. Vous avez également été secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et vous êtes actuellement député européen. Alors, on vient de voir effectivement quels étaient les impacts de ces projets RED et comment finalement ces projets RED présentés comme des solutions intéressantes sont aujourd'hui largement remis en cause et très discutés, notamment sur le terrain, et viennent un petit peu contrecarrer cet engouement, on va dire. La question se pose aussi pour une autre magic bullet qu'on a appelée les agrocarburants. Depuis de nombreuses années maintenant, on parle beaucoup des agrocarburants. On parle, certains États ont estimé qu'il était légitime de produire des agrocarburants pour réduire leur dépendance énergétique et pour répondre aux enjeux climatiques. J'aimerais vous écouter sur est-ce qu'on est tous tombés dans le panneau ? Est-ce qu'on est tous tombés dans le piège ? Et revenir un petit peu sur comment vous du côté effectivement de cette cause environnementaliste, quel regard vous portez sur cette solution des agrocarburants ? Comment vous avez vécu ces 10 dernières années d'apologie, disons, des agrocarburants ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité pour pouvoir parler de ce sujet. Juste un mot, en amont déjà. Vous avez parlé des agrocarburants et je vous en remercie et je vous en félicite parce que la première bataille qu'on a dû mener, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais au départ ça s'appelait des biocarburants. C'est-à-dire que la première des démarches a été une démarche sémantique de faire croire que ces carburants étaient des carburants biologiques, c'était des carburants naturels et qu'ils allaient être la réponse à la problématique qui était posée effectivement par le réchauffement climatique. On en a parlé tout à l'heure sur la déforestation, on va en dire 2 mots sur ses effets. Mais la première bataille qu'on a dû mener, puisque vous dites est-ce que tout le monde est tombé dans ce piège ? Non. Je me souviens notamment du travail qu'a fait un journaliste absolument remarquable qui a été grièvement blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo, auquel je tiens à rendre hommage parce que ça fait des années qu'il le dénonce. Et c'est Fabrice Nicolino et avec Fabrice on s'est battu depuis le départ pour justement essayer de dénoncer cette escroquerie que représentaient les techniques dites des agrocarburants. Pourquoi est-ce que c'est une escroquerie ? Tout simplement parce que en 2 mots, au nom de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on a mis au nom du profit en concurrence le fondement de l'humanité qui est l'alimentation et la production agricole avec l'énergie. À partir du moment où vous alignez le prix et vous mettez en balance le prix de l'alimentation, donc de la nourriture, les matières premières, celles qui permettent à la population, et notamment évidemment les plus pauvres, les populations indigènes, les populations autochtones, celles qui se nourrissent par le produit de la terre, vous les mettez en concurrence avec l'augmentation du prix de l'énergie, puisqu'on sait que l'énergie, quoi qu'il arrive, augmente. Eh bien, de fait, vous allez priver ces populations à court et à moyen terme de tout accès à ces ressources naturelles. Et moi, ce que je voudrais dire en amont de la problématique des agrocarburants, c'est que nous sommes au XXIe siècle, à un moment, et je le dis de manière un peu solennelle, je pense que dans cette salle, beaucoup d'entre vous en ont conscience. Mais on est à un moment de basculement de l'humanité. On est à un moment de basculement parce que pour la première fois, les logiques productivistes, les logiques du profit, les logiques d'argent sont en train de toucher au cœur, je dis bien au cœur du vivant, au cœur de ce qui permet la vie, la terre, l'eau, tout ce qui est à la base de la capacité qu'ont ces populations les plus pauvres de vivre, je dis même plus de survivre maintenant, c'est au système même de possibilité de ces populations de se nourrir que le système
actuel, ce système productiviste. C'est pour ça que moi je le qualifie pas, j'essaye de ne pas toujours tomber dans le piège du capitalisme, du socialisme, etc. La logique, c'est que tous les systèmes politiques du XXe siècle se sont basés sur le développement sans fin de la production et la valeur de toujours passer à la politique de l'offre, sachant qu'évidemment on définissait l'offre. Donc la question de l'agro-agriculture, des agrocarburants et autres, est d'abord et avant tout la logique du profit. La logique du profit, c'est-à-dire comment rentabiliser à court et à moyen terme pour des financiers. Comment rentabiliser la terre, indépendamment évidemment de la capacité à nourrir. Et on le voit très bien. Et moi, j'ai un exemple qui m'a toujours marqué et qui m'a fait, j'allais dire, beaucoup de mal. Pour un écologiste, on peut évidemment pas dissocier la question sociale de la question environnementale. C'est pas possible. On sait très bien que tout est lié. On peut pas dissocier le vivant d'un côté et dire qu'il y aurait des logiques qui seraient dissociables. C'est pas possible. Tout est lié. Et je me souviens, moi, j'étais allé au Brésil au moment où Lula prenait le pouvoir. Et ça faisait partie des espérances dans les pays du Sud, justement, de voir comment on pouvait modifier et comment des logiques pouvaient être modifiées. Et ce que j'ai constaté, malheureusement, c'est que, et là on est dans le livre de Ramena, pour ceux qui l'ont lu, La puissance des pauvres, quand la misère chasse la pauvreté. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au nom d'une volonté productiviste, qu'au nom des financements de la Banque mondiale, du FMI, etc., on a donné toute une partie de l'Amazonie à des grands groupes industriels, Monsanto pour ne pas le nommer, pour développer la production de soja OGM. On a déforesté, on a détruit, mais surtout on a chassé. Et ça a été ça aussi, le mouvement des Sans-Terre. On a chassé les paysans. Ils étaient très pauvres, mais ils vivaient de leurs terres. Ils vivaient peut-être de manière difficile, mais ils en vivaient. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on a donné à des grands groupes pour produire quoi ? Du soja. Alors effectivement, c'est pas que des agrocarburants, pardon, je sors un peu. Mais la logique est exactement la même. Parce que pourquoi est-ce qu'on détruit la forêt en Amazonie et au Brésil ? Pourquoi est-ce qu'on déplace les populations ? Parce que les sans-terre se retrouvent chassés dans les favelas, que ce soit à Rio ou à São Paulo, où là, ils vont avoir des programmes sociaux, mais en réalité, c'est la misère qui les attend. C'est la misère. Et la réalité, c'est qu'on a détruit, et on détruit ces terres et ces forêts au nom de la production de soja qui va servir à nourrir nos propres élevages pour que les Occidentaux puissent augmenter leur consommation de viande. Et le fassent sur des élevages qui sont maintenant des élevages hors sol, puisqu'on détruit également les agricultures vivrières en Europe pour pouvoir faire de la production intensive. Voilà la boucle bouclée. Et qui fait qu'effectivement, cette logique, qui est une logique qui met maintenant les terres au service de la finance et de la rentabilité des grands groupes, est un basculement, et c'est pourquoi, je l'ai dit au départ, c'est un basculement de l'humanité. Si on ne reprend pas conscience de la finalité de la terre, qui est d'abord et avant tout de nourrir, mais c'est aussi de permettre aux populations locales de rester et de vivre. On sait que si on continue les logiques qui sont mises en œuvre sur les agrocarburants ou autres, c'est près de 3 milliards de personnes qui, dans le monde, à l'horizon 2050, 2080, on ne sait pas parce que c'est très difficile de se projeter à ce niveau-là, mais c'est près de 3 milliards de personnes qui vont être chassées de leurs terres et donc déplacées. C'est considérable. Ce sont des chiffres que l'humanité n'a même pas conscience à être en mesure de pouvoir gérer. Comment déplacer de tels mouvements de population ? Comment faire en sorte que l'on arrive effectivement à simplement préserver l'espace ? Et je ne parle pas là des conséquences, encore une fois, des déforestations et de la mise en concurrence des terres avec l'énergie. Alors maintenant pour le CO2, pour revenir juste à la question, j'allais dire technique, mais qui est une question, pardonnez-moi, mais presque mineure par rapport à la question d'enjeu global, de préservation des terres, de lutte contre l'accaparement, de lutte contre le fait qu'on détruise des forêts au sud pour permettre au nord de se nourrir de manière plus grasse et plus, voilà, indépendamment de ces questions qui sont évidemment des questions majeures. Même en termes de CO2, c'est une ânerie. C'est une ânerie. D'abord, c'est une ânerie parce qu'elle est subventionnée. Il faut savoir que toutes ces logiques-là ne fonctionnent qu'à coup de subvention.
Exactement comme l'élevage industriel chez nous, où on va enfermer des vaches, et tout simplement parce qu'on va rentabiliser, non pas par le lait, mais on va rentabiliser par la méthanisation, etc., par des subventions. Eh bien, c'est la même chose sur les agrocarburants et autres. Ce sont, comme les énergies fossiles, des espaces subventionnés. Et on s'aperçoit que ces espaces que l'on paye, que vous payez, que je paye, que nous payons tous pour faire en sorte de produire ces produits-là, en réalité ont un effet négatif sur les émissions de gaz à effet de serre, car on le détruit. Et ça a été dit, je ne vais pas revenir sur cette question-là, on détruit des forêts qui sont des puits de carbone. Et on détruit des forêts primaires, ça a été dit aussi avec l'huile de palme, on détruit des forêts primaires, notamment en Indonésie, mais pas que, pour y faire des plantations de palme, qui n'a pas la capacité d'absorber, comme le font les forêts primaires, le carbone, et qui par ailleurs, elles, émettent en plus de l'oxygène. Donc qui servent de poumon à l'humanité. Donc la réalité des agrocarburants, évidemment, c'est une réalité catastrophique. Et que l'on ne me parle pas de la deuxième ou de la troisième génération. Ça, c'est comme le nucléaire. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas, on vous dit non, mais attendez, la génération d'après va être meilleure. Or, tant qu'on sera dans une logique, je le dis, je ne veux même pas savoir si effectivement, dans un deuxième temps, on va prendre que les résidus. Bien sûr, c'est mieux de prendre les résidus, puisque c'est ça, la deuxième génération, que de prendre le produit premier. Mais le jour où l'énergie va monter, on fera du résidu pour le résidu. Exactement comme on fait maintenant avec la ferme des 1000 vaches, où on fait de la vache et du lait uniquement pour la méthanisation et donc pour produire de l'énergie. Et on se fout des vaches, et on se fout de lait, on peut même le balancer. Moi je dis que demain, avec l'énergie qui monte, les agrocarburants de deuxième ou de troisième génération seront toujours en concurrence avec la montée du coût de l'énergie. Et donc il y a un moment où il faut que l'humanité, elle sorte, et ça a été dit, vous avez dit tout à l'heure l'incohérence. Moi je vais plus loin des politiques et des décideurs, je pense, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, j'espère pas avoir été trop long. C'est de la schizophrénie absolue, c'est pas de l'incohérence. C'est qu'en réalité, il y a deux mondes qui s'affrontent et les décideurs essayent de gérer les deux. Et donc ils font effectivement le pire de ce que peut faire un décideur. C'est-à-dire qu'il fait des beaux discours. Et il dit, oui, il y a le réchauffement climatique, oui, il y a les déplacements de population, oui, il y a les pays du Sud qu'il faut aider. Ça, voilà, ça c'est le discours. Et puis après, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on n'est même pas capable de sortir 100 milliards qu'on s'était engagé à donner à Copenhague pour les pays du Sud. La réalité, c'est qu'on leur dit « mais il ne faut pas toucher au pétrole sous vos forêts, on a besoin de l'oxygène. » Payez-les. Payez-le. Pourquoi est-ce qu'en Équateur, on n'a pas été capable de faire en sorte, quand le président l'a demandé, de dire « oui, on va vous financer pour que vous ne touchiez pas au pétrole, pour que vous préserviez la forêt parce que c'est un bien pour l'humanité, et on va vous aider. » On n'est pas en capacité de faire ça. On continue à dire aux pays du Sud qu'ils ont une dette envers les pays du Nord, alors que ce sont les pays du Nord qui ont une dette envers les pays du Sud. C'est nous qui devons de l'argent, c'est nous qui avons pillé les pays du Sud, c'est nous qui avons fait notre richesse par rapport aux pays du Sud. Et on n'est pas capable, à un moment donné où l'humanité est en danger, on n'est pas capable de dire on va financer, parce que c'est un juste retour des choses. C'est le prix de la misère, c'est le prix du sang. C'est nous qui sommes, pour une grande part, responsables. Et le dérèglement climatique va aggraver, évidemment. On sait très bien que dans l'Afrique subsaharienne, que dans tous ces pays-là, ça va être très difficile à gérer. Et on n'est pas capable de trouver les financements pour l'aide au développement et pour faire en sorte que, oui, on développe les énergies renouvelables. Ce que l'on finance pour le moment, c'est Veolia pour avoir des grands contrats sur la dépollution de l'eau, etc. Ça, on accompagne. Et là, les banques européennes financent. Oui, les banques européennes financent pour acheter des Rafales. Ça, on sait faire. On sait faire. Et on est même prêt à financer 100% s'il le faut. Pareil pour les centrales nucléaires. Mais pour ce qui est d'aider les pays du Sud, pour ce qui est d'aider l'Amérique latine à se développer dans le respect, effectivement, d'un monde qui soit un monde durable et dans le respect des populations, alors on n'est pas au rendez-vous. Et moi, je vous le dis très clairement. Si les décideurs, notamment occidentaux, ne sont pas en capacité de comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec les pays du Sud, ils vont entraîner et ils vont être responsables de guerres, de morts et de déplacements de population. Et donc on ne voit que les débuts, les prémices, avec ces bateaux qui coulent et ces gens qui meurent, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs. Nous n'en sommes qu'aux prémices.
Nous sommes en train de commettre un crime contre l'humanité, au sens premier du terme. Nous faisons un crime contre l'humanité parce que nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre les politiques publiques qui sont en capacité de répondre à des problématiques que nous pouvons résoudre. Nous pouvons les résoudre. La question, c'est est-ce que nous allons être soumis à la barbarie pour résoudre ces problématiques-là, ou est-ce que nous pouvons le faire dans un monde de démocratie et de paix? Je dis, et je le répète, il n'est pas encore trop tard. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça l'enjeu. J'ai dépassé les agrocarburants, je m'en excuse vivement, mais je vous assure que pour moi c'est une question tellement vitale, tellement importante, que je ne sais pas le dire en 5 minutes, pardonnez-moi. Alors, justement, effectivement, on a aussi effectivement la démocratie pour pouvoir répondre à ces logiques de profit. Et j'aimerais vous interroger, vous Pascal Durand et vous Marcella, sur ce qui se passe et l'état de la discussion et comment en fait aujourd'hui les communautés, les organisations de la société civile ont la capacité de pouvoir participer au dialogue. Comment se passe le dialogue sur ces enjeux en Colombie? Avez-vous la possibilité d'émettre quelques réserves? Êtes-vous écouté? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous, Pascal Durand, vous disiez qu'on était dans une logique, effectivement, de profit, qu'il fallait mettre de la démocratie là-dedans. J'ai envie de vous poser la question, mais que peuvent faire les politiques là-dessus, puisque vous êtes vous-même en capacité, vous êtes décideur, donc la question c'est bien de faire un mea culpa, mais aujourd'hui, dans des instances, bien sûr les négociations sur le climat, mais aussi d'autres instances, et notamment le Parlement européen, quels sont les rapports de force, et est-ce qu'on a réellement une force politique qui va au-delà des discours et qui est prêt à ne pas se laisser avoir par cette logique de profit? Peut-être Marcella d'abord sur la voix des communautés et sur la capacité, disons, des politiques à entendre la voix des communautés avant de voir ce que peuvent faire les politiques. Ok, très bien. C'était vraiment passionnant, hein, très intéressant tout ce que vous avez dit. Il y a plusieurs niveaux de participation en ce qui concerne tous ces projets. Tout d'abord, il faut voir comment les communautés locales qui font face aux personnes qui proposent les projets. Il y a des cas, par exemple au Panama, où on peut offrir des garanties de participation. Au Brésil, par exemple, il y a eu des recours face à des projets parce qu'il n'y avait pas une présence suffisante des communautés. Et à un autre niveau, maintenant, en ce qui concerne les contributions nationales que doivent faire les pays au COP tous les ans, actuellement à Paris, on est en train de recevoir justement les contributions nationaux à la suite de la COP de Lima l'année dernière. Donc ces contributions viennent directement du gouvernement, du ministère de l'Environnement et du Bureau pour le changement climatique. Les communautés, les organisations, nous n'avons aucun niveau de participation. Donc, ces contributions, en fait, ces contributions ne sont qu'une petite partie, on ne connaît pas encore le document. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de participation de la société civile, il n'y a pas de participation de différentes organisations. Il n'y a pas de participation des organisations environnementales ou sociales. Donc, il y a différents niveaux de participation pour les projets RED ou pour les propositions de mitigation. Et c'est d'ailleurs l'un des soucis de ces projets RED, des mécanismes de développement propres, des agrocarburants. Et
Et ce qui se passe, c'est que la participation des communautés locales qui doivent mettre en place ces projets, cette participation est de plus en plus minime. Tout à l'heure, nous avons parlé de déplacement de population en raison de changements climatiques. Moi, je pense qu'il va y avoir également des déplacements à cause de ces politiques de mitigation. Nous avons des mécanismes de développement propres au sein du pays, comme vous le savez, ce sont des mécanismes qui font que les pays du Sud, nous assumons les responsabilités des pays du Nord pour pouvoir réduire les émissions. On les aide. On aide en fait les pays du Nord parce que les pays du Nord ne veulent pas réduire les émissions de CO2, ne veulent pas changer le modèle de développement actuel. C'est quelque chose que les pays du Nord ne vont pas le faire. Ça, c'est très clair. On l'a vu dans les différentes COP, les 20 COP qu'il y a eu. Ça a été très clair. C'est quelque chose c'est un modèle qui n'est pas remis en question. Et c'est la raison pour laquelle le Sud, les pays du Sud doivent aider les pays du Nord qui sont les responsables de ces très grandes émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous devons assumer la responsabilité du changement climatique et en plus, les communautés se retrouvent à souffrir des impacts provoqués par ce type de projet. Environ 50% des projets de mécanismes de développement propre, il s'agit en fait de sociétés hydroélectriques. Il s'agit de projets de développement propre, de développement écologique. Mais ce sont des projets où il y a davantage d'émissions de gaz à effet de serre à cause de la décomposition de résidus organiques et en plus il y a des impacts sur les territoires au niveau local qui sont très forts. En Colombie, lorsqu'en Europe on a déjà interdit on a interdit la prolifération de sociétés hydroélectriques, chez nous c'est le contraire. Ces centrales hydroélectriques augmentent de plus en plus et on subit les effets négatifs. Et tout cela est lié à l'alimentation, tout cela est lié à la faim. Les impacts de ces projets d'extraction, nous avons les impacts négatifs de tout cela. Les populations sont en train de se déplacer, non seulement parce que nous sommes vulnérables face au changement climatique, et nous sommes vulnérables pas uniquement en termes écologiques, mais également en termes institutionnels. Et c'est-à-dire qu'il y a un manque de participation de la part des communautés locales. Et en plus, il y a des déplacements à cause de méga-projets dans nos pays. Il y a donc des déplacements à cause des changements climatiques, des déplacements à cause de ces méga-projets, des déplacements à cause de la violence également. Et actuellement, il y a également des déplacements à cause de ces projets de mitigation de changement climatique, comme tous les projets de déforestation. Avec l'expansion du modèle des forêts, on voit que les parcelles se réduisent, les espaces disponibles pour les cultures sont en train de se réduire de plus en plus. Donc, il y a moins de production alimentaire qui est possible. Il y a une autre question qui m'avait été faite. J'ai perdu le fil de ma pensée. J'ai oublié. Désolée, parce qu'il faut que Pascal Durand puisse nous répondre. Et puis, j'aimerais qu'on entende Philippe Barrette. Merci, Pascal Durand, de faire une réponse un peu plus courte que Marcella. Absolument. D'accord. Je vais sur la question des politiques. Comme vous l'avez dit, moi j'ai lancé Europe Écologie en 2008. Europe Écologie est née au départ d'une volonté justement d'associer la société civile et de ne pas laisser la classe politique traditionnelle, dans lequel j'inclus les Verts. Je sais, je ne vais pas me faire que des amis avec ça, mais je le pense quand même sincèrement. Je pense qu'il y a la classe politique traditionnelle, politicienne, n'est pas en capacité de répondre aux questions qui se posent. Donc il faut que la société civile se mobilise. Moi je serais un tout petit peu plus optimiste là-dessus. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte au sein des populations et je pense que localement ça commence à vraiment, je suis persuadé qu'il faut que ça parte d'en bas. C'est-à-dire qu'il faut que la société se saisisse de cette problématique et qu'elle la porte. Et alors, les dirigeants politiques qui n'ont pas encore pris conscience oui, dans le discours, je l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas encore pris conscience ni de la gravité des enjeux, mais je sais pas, regardez aux États-Unis avec les gaz de schiste et l'eau. Ils sont en train, en Californie et ailleurs, de s'apercevoir que une des réserves essentielles, l'eau, leur manque.
Mais ils vont pas pour autant remettre en cause, d'ailleurs, sur les mesures, je sais pas si vous avez vu, mais les mesures qui ont été prises à la suite pour préserver l'eau ne touchent ni les exploitations de gaz de schiste, ni les grandes agricultures intensives. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas remettre en cause le modèle. Donc, il faut que la population, que les ONG... Nous, on avait réussi en France quand même avec le Grenelle de l'environnement, qui a été, quelles que soient les critiques qu'on peut porter contre le Grenelle, moi je prends acte du fait que ça a été la première fois qu'en France, par exemple le débat sur l'énergie, etc., qui était privatisé par des experts, ou évidemment par des politiques, mais des politiques qui ne mettaient en œuvre que ce que certains experts leur disaient, a obligé ces experts, a obligé un certain nombre de décideurs politiques à discuter avec des ONG et avec des grandes associations environnementalistes ou autres. Donc ça a été un vrai progrès. Et ben il faut le développer. Au niveau européen, pour vous répondre très vite, c'est très compliqué tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace décisionnaire réel. Le Parlement est le seul espace démocratique, puisque le seul espace vraiment élu. Il est traversé par des forces contraires. Donc il faut en avoir parfaitement conscience. Que si vous me demandez si les écologistes ont le poids qu'ils devraient avoir dans ce Parlement, je vous réponds clairement non. Je le regrette fortement. Même si on est plus écouté que ce qu'on représente en poids, en pourcentage, nous n'avons pas la capacité de faire des majorités. Mais ça bouge quand même. On le voit. On le voit sur les questions autour de l'énergie, sur l'union sur l'énergie, etc. Après, l'Europe a un problème majeur, c'est qu'elle n'a pas d'espace réel de décision de l'intérêt général européen. On l'a vu sur l'union sur l'énergie, la Pologne s'est battue pour essayer de préserver ses centrales à charbon et les faire financer. Les autres disaient il faut d'abord et avant tout ne plus dépendre du gaz russe, donc on va aller l'importer ailleurs. Les Français et les Anglais ont essayé de continuer à faire subventionner le nucléaire. Donc on voit bien que là, il n'y a pas une logique vraiment mise en œuvre. Et par ailleurs, nous n'arrivons pas à avoir des mesures contraignantes, notamment sur le développement des renouvelables et sur l'efficacité énergétique. Donc ça bouge, mais ça bouge lentement. Voilà. Donc la classe politique, je le répète et je termine là-dessus, n'est pas à la hauteur des enjeux qui se posent à l'humanité au XXIe siècle. Elle n'est pas rentrée dans le XXIe siècle. Elle reste encore sur les vieux modèles, ceux du XXe siècle et ceux des énergies fossiles notamment. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que la classe politique est peut-être aussi un peu soumise à ses intérêts privés, c'est-à-dire que c'est bien effectivement d'appeler à la construction européenne, mais il y a effectivement aujourd'hui des forces en présence qui discréditent un petit peu le rôle du politique et la capacité du politique à effectivement voir ce bien public commun. Je vais passer la parole à Philippe Barrette parce qu'en fait il y a une question qui effectivement est aujourd'hui un petit peu l'angle mort de tous ces débats sur l'agriculture et sur l'alimentation, qui est la question de la consommation. On travaille et on discute beaucoup sur la production et la transformation, mais comment en fait nos habitudes alimentaires contribuent et ont un impact sur le réchauffement de la planète. C'est aujourd'hui une question qui est un petit peu en deçà des discussions qu'on peut avoir dans le cadre des négociations sur le climat notamment. Donc Philippe, est-ce que vous pourriez nous donner un petit état des lieux? On parlait tout à l'heure de la consommation de viande des Européens. Parlons de celle des Chinois et expliquez-nous un petit peu pourquoi cet enjeu de l'utilisation de la nourriture et de la consommation est pourtant primordial dans cette équation. Merci pour l'invitation d'abord. Et voilà, je vais essayer de effectivement intégrer cette dimension consommation. Je vais aussi essayer de vous parler des raisons qui font qu'en fait il y a cette absence de cohérence et cette absence de décision. Je partage l'analyse de Pascal Durand, mais par contre, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on est rentré dans cette logique et on n'arrive pas à en sortir. Et j'ai parfois peur que la binarisation du débat n'aide pas à rendre compte de la complexité des enjeux, parce que si c'était aussi binaire, probablement qu'on aurait déjà trouvé une solution. Alors, d'abord un peu d'analyse. Comment ça se passe finalement aujourd'hui, la production d'alimentation? La première chose, c'est qu'en fait, la nourriture est produite par des agriculteurs, mais la nourriture est surtout échangée et surtout l'objet d'un commerce qui est aux mains de grands groupes financiers, de grandes sociétés d'agroalimentaire. Et ce phénomène de globalisation des flux de nourriture fait que depuis 1950, on a augmenté par 3 les rendements au niveau planétaire, c'est ce qu'on a appelé la révolution verte, mais on a aussi coupé par 3 les prix au niveau de l'agriculteur. Donc l'agriculteur, il se retrouve avec une baisse continue des prix, même s'il y a parfois des tressautements comme en 2008. La tendance lourde, c'est une baisse des prix.
Or, cette baisse des prix va être le plus dommageable pour les agriculteurs les moins productifs, c'est-à-dire les agriculteurs des pays du Sud. Alors, comprenons-nous bien, les moins productifs dans l'absolu, c'est-à-dire en termes de production totale. Parce qu'en termes de productivité, les agriculteurs du Sud ne sont pas moins productifs que les agriculteurs du Nord. À l'hectare, ils ont des productions tout à fait honorables. Mais le problème, c'est qu'un agriculteur qui travaille en système manuel, il produit sur 1 hectare. Un agriculteur américain, il va produire sur 400 hectares. Vous voyez tout de suite la différence dans les termes de l'échange. Et donc, la marge que doit obtenir l'Américain est très différente de la marge que doit obtenir l'agriculteur de l'Afrique subsaharienne. La deuxième dimension qui est importante, et on en a déjà parlé dans nos systèmes alimentaires, c'est la dimension énergétique. Je vous ai parlé de l'augmentation des prix de 2008. Eh bien, effectivement, cette augmentation des prix soudaine des produits alimentaires est liée au fait que les prix des aliments sont dépendants des prix du pétrole. Et la courbe des prix des aliments et des prix du pétrole se suivent. Et très malheureusement, la courbe des personnes qui souffrent de la faim suit ces deux courbes-là. Et donc, si vous regardez la courbe des personnes qui souffrent de la faim, elle suit en fait assez bien la courbe des prix du pétrole. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que, et c'est un paradoxe, il faut aujourd'hui de l'énergie pour produire la nourriture. C'est un paradoxe parce que normalement la production de nourriture est basée sur la photosynthèse, et la photosynthèse, c'est un mécanisme qui fait des sneakers avec du soleil. Donc en fait, c'est un mécanisme qui transforme du sucre, qui transforme du soleil en sucre, sans intégration, sans demande énergétique. Et donc, comment est-ce qu'on a pu transformer ce mécanisme tout à fait positif pour l'humanité en un mécanisme qui, pour le moment, coûte plus cher en énergie que ce qu'il en produit? Ça, c'est un premier paradoxe. Le deuxième, on l'a déjà évoqué, c'est le fait qu'une partie de la nourriture, enfin, pas de la nourriture, une partie des productions agricoles peut soit être utilisée comme nourriture, soit être utilisée dans les filières énergétiques comme agrocarburant. Et bien sûr, quand les prix du pétrole montent, bien, ça coûte plus cher de produire la nourriture, premier effet, et il y a une tentation forte de convertir une partie des productions agricoles vers des agrocarburants, ce qui retire une partie de la nourriture du marché et qui crée un effet d'augmentation des prix. Ce deuxième élément est aussi lié aux acteurs dominants du système et donc est aussi lié aux multinationales de l'agroalimentaire, auxquelles s'ajoute, il y avait une question tout à l'heure là-dessus, depuis 2008, des effets spéculatifs qui ont comme effet d'amplifier ces mouvements à la hausse ou à la baisse des prix agricoles. Deuxième chose. Donc, il y a une claire interaction entre la dimension production d'aliments et la dimension énergétique au niveau planétaire. Et on l'a déjà évoqué, et c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Je signale, parce que ces firmes privées fonctionnent soi-disant selon les lois du marché, je signale que selon une récente étude du FMI, qui n'est quand même pas à soupçonner d'être un peu trop intéressé par la santé de la planète, ces firmes de l'énergie reçoivent 10 millions de dollars de subsides par minute. 10 millions de subsides par minute. Donc voilà. Alors, troisième chose, on m'a demandé de parler de la dimension alimentaire. Je la mets en troisième parce qu'il faut comprendre que les 2 premières sont les vrais drivers de l'évolution des prix sur le marché et sont malheureusement les drivers principaux du problème de la faim dans le monde. La dimension alimentaire, qui est la troisième dimension, c'est la dimension des modes de consommation. Et on a un discours pour le moment porté par les grandes agences internationales, notamment à la FAO, qui nous dit qu'il va falloir augmenter la production alimentaire de 70 à 80% d'ici 2050. Cette étude est basée sur un scénario tendanciel, c'est-à-dire sans changement des modes de consommation. Et c'est quoi les modes de consommation actuels ? C'est des modes de consommation où la moitié de la production de céréales mondiale aujourd'hui est transformée en aliments pour animaux, et ces aliments sont transformés en viande. Et donc, si on est dans un choix où on utilise l'essentiel des productions végétales la moitié des productions végétales pour produire des protéines animales, il est clair qu'on doit effectivement augmenter de 70 à 80% la production mondiale. Mais il y a des scénarios qui ont été portés notamment par la France, par le CIRAT et l'INRA qui s'appelle Agrimonde, qui montrent que si simplement on diminue la consommation de viande de 43%, eh bien, on peut diminuer la pression sur l'augmentation de production de plus de 2 tiers. Ça veut dire qu'au lieu d'augmenter de 70%, on doit augmenter de 20 à 25%. Qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est un impact très important parce que ça veut dire qu'on peut produire à ce moment-là
selon des règles qui sont proches de l'agriculture biologique, qui sont proches de l'agroécologie, qui sont proches des agricultures paysannes du monde. On n'a plus cette pression infernale de devoir toujours augmenter les rendements. D'autant plus que le modèle actuel, il arrive à ses limites en termes d'augmentation de rendement. Donc même avec les OGM et les engrais et les pesticides, on n'est pas sûr qu'on peut arriver à 70%. Donc il y a un enjeu clair qui est un changement de mode de consommation et donc de diminuer la consommation de viande. Alors on va dire, c'est pas possible, les Chinois maintenant ils vont tous manger de la viande, nous on va continuer à manger de la viande, etc. C'est peut-être pas possible, mais on peut essayer et finalement même naturellement ça fonctionne. Pour le moment, un Américain consomme 122 kilos de viande par an. Un Belge consomme 87 kilos de viande par an. C'est mieux. C'est surtout très intéressant de savoir qu'il y a 5 ans, un Belge consommait 100 kilos de viande par an. En 5 ans, en Belgique, on a diminué de 13% la consommation de viande, notamment par une prise de conscience, surtout en Flandre, de l'impact de la consommation de viande sur le changement climatique, suite au passage du président du GIEC. Et donc, il ne faut pas non plus croire qu'on est dans des scénarios purement tendanciels. Et je trouve important d'accorder de l'attention à des scénarios comme celui d'Agrimonde, qui sont des scénarios qui montrent qu'il doit y avoir moyen de diminuer la pression sur le système de production végétale. Et sans pouvoir bien sûr faire des prédictions sur l'avenir, je pense qu'on doit arrêter de s'enfermer dans ce qu'on appelle des prévisions tendancielles, qui sont simplement la réplication du modèle actuel. C'est clair qu'avec le modèle actuel, on va dans le mur au niveau système alimentaire et lien avec le changement climatique. 2 éléments complémentaires par rapport à ça. 1, la dimension démographique, parce qu'on me pose souvent la question, j'anticipe sur peut-être une question possible. J'ai été fasciné pendant la première partie des débats sur le fait que même si on a dit il ne faut pas avoir une réflexion en silo, il ne faut pas parler que de la production, on en a parlé beaucoup de la production. Et c'est un biais qu'on a dans nos modes de pensée, parce que la production est beaucoup mieux documentée que la consommation, etc. C'est aussi un biais qu'on a par rapport au problème démographique, où on est souvent avec l'équation autant d'humains à nourrir, autant de production à assumer. Ça fait sens si vous êtes un marchand d'aliments, parce qu'à ce moment-là, les humains sont des clients, sont des bouches ouvertes. Mais si vous êtes un agronome, un humain, c'est aussi un agriculteur. C'est aussi des bras, une tête et des jambes. Et donc moi, je suis pas trop inquiet du fait qu'il va y avoir plus d'humains sur la Terre, parce que c'est aussi des ressources pour produire la nourriture. Mais bien sûr, ça implique une réflexion de relocalisation de la production d'alimentation. Et deuxièmement, la dimension recherche, elle est liée. On est pour le moment avec des systèmes de recherche qui malheureusement sont conduits sur des logiques très réductionnistes. On essaye d'avoir des chiffres, on essaye de réduire l'incertitude, etc. Le problème de ces approches, c'est pour avoir le dernier chiffre, c'est très très coûteux. Et donc on a beaucoup d'études sur la production, on a pas mal d'études sur l'impact sur le changement climatique, mais par exemple on a très peu d'études sur l'impact sur la biodiversité, on a peu d'études sur l'importance des modes de consommation, et on a très peu d'études, et je travaille là-dessus et je peux le dire en ayant vérifié la littérature, sur la productivité des systèmes paysans, des agricultures paysannes. On sait très peu sur la production d'un jardin créole en Guadeloupe. On sait très peu sur la production d'un système bananier au Rwanda. On sait très peu sur la productivité des systèmes Peul au nord du Burkina Faso. Il y a très peu d'études qui ont été faites, et donc c'est toujours ces systèmes sont toujours considérés, notamment par la FAO, comme non productifs. Et le peu d'études qui ont été faites sur ces systèmes montrent qu'en fait, ils produisent pas mal, ils produisent beaucoup, en ayant très peu de consommation de ressources. Alors, on m'a demandé de proposer des solutions. Si j'ai 2 minutes pour les solutions ? 1 minute et demie. 1 minute et demie, ça va. À 42, à 44, j'ai fini. Alors, les solutions. Deux grandes pistes. La première piste, c'est de retrouver de la cohérence. Alors, retrouver de la cohérence, ça implique pour moi 3 choses. D'une part, une transparence. J'ai pas eu le temps, mais j'espère que vous avez donné le goût de découvrir comment fonctionnent nos systèmes alimentaires, comment ils sont liés à nos systèmes énergétiques, etc. Il faudrait qu'il y ait plus de transparence sur la façon dont nos aliments sont produits et les modes de consommation. Deuxième chose, de la bonne foi. C'est clair que si on a des systèmes où les firmes privées disent qu'elles obéissent aux lois du marché et qu'en fait elles sont subsidiées, on n'est pas dans des systèmes de bonne foi. Si on a des systèmes où Monsanto prétend faire du développement durable alors qu'il n'en fait pas, on n'est pas dans des systèmes de bonne foi. Donc là, il y a un problème
éthique, je pense, et on doit remettre de l'éthique dans la communication. Et moi, si j'étais ministre de l'Agriculture, si je le vois tout à l'heure, je lui dirais, la première chose que je supprimerais, c'est la publicité pour l'alimentation. Parce qu'elle est complètement biaisée, elle ne rend absolument pas compte de la réalité du modèle. Et la troisième dimension, c'est la relocalisation. Pas la relocalisation pour le plaisir de localiser, mais parce qu'on l'a vu ce matin et on le verra encore cet après-midi, il y a une grande complexité du système, il y a un manque de cohérence. Et relocaliser, ça simplifie l'équation. C'est pas que c'est la solution, c'est que c'est plus facile de trouver de la cohérence à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. C'est plus facile de reboucler les cycles de l'azote à l'échelle locale que quand mon azote, il arrive par camion, par bateau au Havre, et qu'après je me retrouve avec trop d'azote en Bretagne. Comment est-ce que vous voulez que j'aille le ramener en Argentine, mon azote? Je ne vais pas le remettre sur le bateau. Et donc, je pense qu'il y a, au niveau local, on peut plus facilement retrouver de la cohérence. On a d'autres indicateurs. Le niveau local n'est pas que gouverné par les indicateurs économiques, alors que le niveau global l'est. On a d'autres savoirs et c'est beaucoup plus facile d'organiser la participation au niveau local qu'au niveau global. On a eu des témoignages dans ce sens-là ce matin. Je pense que donc au niveau local, on sera naturellement plus fin et qu'on doit être plus fin pour trouver les systèmes qui sont les plus pertinents. Dernière chose, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la transition, qui est une théorie qui est portée notamment par nos collègues hollandais et danois et qui a porté ses fruits notamment dans le développement des systèmes énergétiques. J'étais fasciné par le nombre d'éoliennes qui sont en train de pousser entre Bruxelles et Paris le long de la voie du Thalys. Et cette théorie, elle dit trois choses. Un, pour réussir une transition, il y a trois choses à faire. La première, c'est faire pression sur le système, c'est-à-dire dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, les firmes de l'agroalimentaire, et oui, essentiellement les firmes de l'agroalimentaire. Deuxièmement, il faut légitimer les alternatives. Et là, on a beaucoup de boulot. On a un a priori comme quoi les alternatives sont bonnes. En fait, on ne le sait pas. Et donc, parmi les alternatives qui nous sont proposées, certaines sont sans doute meilleures que d'autres. Je suis convaincu que la plupart des solutions pour demain existent aujourd'hui. Mais le problème, c'est que on les étudie très peu. Et donc là, on a un grand déficit. Et troisième chose, faire converger les alternatives, pour qu'elles aient un pouvoir dans cette lutte qu'on a déjà évoquée, de ce rapport de force. Et là, pour moi, on a un problème différent au sud et au nord. Au sud, pour le moment, on a une diversité de situations, mais c'est difficile de rendre compte de cette diversité. Donc, il y a une tension entre avoir un plaidoyer cohérent et en même temps rendre compte de la diversité. Tous les paysans du sud ne sont pas parfaits. Tous les paysans du sud n'ont pas les mêmes objectifs. Mais en même temps, il faut qu'ils puissent remonter dans le discours. Et donc là, on a une tension. Deuxième chose, la théorie de l'urgence. Ça fait 30 ans que c'est urgent d'aider le Sud. Ça fait 30 ans qu'on se plante. Donc moi, je pense qu'il faut se donner le temps. Ces solutions-là demandent du temps. Au Nord, je pense que c'est vraiment cette question de la transparence qui est importante et de la cohérence. Et donc au Nord, je pense que les solutions, elles existent. C'est autour notamment de l'agriculture biologique et essentiellement de l'agriculture biologique. Le problème de l'agroécologie aujourd'hui, on pourra en parler, c'est que le mot s'est un peu vidé de sens parce qu'on fait tout sous le chapeau de l'agroécologie et donc il y a un danger de se tromper. Voilà. Merci. Merci. Je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Allô ? Merci. Ça marche plus, mais... Allô ? Oui, pardon. Merci beaucoup pour ces exposés très clairs et je vais passer la parole à la salle et prendre les questions. Peut-être qu'on va en prendre une ou deux en même temps pour permettre à nos panélistes de faire des réponses consolidées. On va commencer peut-être par prendre les questions Twitter, dont l'une adressée directement à Monsieur Barret. C'est par rapport aux questions de gaspillage alimentaire et comment il rentre justement dans ce débat autour de l'alimentation et des changements climatiques. D'accord. D'autres questions ? Et une autre question Twitter, j'en profite, d'Anne Solène, plutôt adressée à Marcella. Au-delà des fausses solutions, quelles solutions a-t-on, notamment pour lutter contre les accaparements de terres ? Oui. Oui, merci pour la parole. Je suis Louis de la République démocratique du Congo. Ma question aussi s'adresse à M. Dura.
et peut-être aussi à Gomez. Je vais partir de l'exposé de Gomez pour poser la question. Elle a parlé du problème en fait de déforestation qui a comme conséquence en fait le fait de délocaliser ou de déplacer la population et pour pouvoir produire du soja qui permettrait aux bêtes d'avoir des aliments. Et chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons aussi un potentiel important en forêt tropicale et équatoriale. Mais le problème auquel se heurtent nos populations qui habitent ces zones-là, c'est que en fait, il y a des multinationales qui savent que dans ces zones-là forestières, il y a aussi des réserves très importantes du pétrole et autres choses. Et il y a l'écosystème qui est menacé, mais aussi ces populations qui vivaient là. Et même, c'est dans des parcs. Il y a aussi les animaux sauvages aussi qui sont menacés, or qui sont importants aussi pour l'équilibre de toute l'humanité. Et je voudrais vous demander peut-être, mais vous m'avez fait peur en disant que le problème, la solution à ce problème n'est pas surtout politique, mais il faut que la société civile se prenne en charge. Vous voyez en fait la capacité que nous avons pour pouvoir prendre des décisions, nous défendre nous-mêmes contre peut-être les multinationales qui sont friandes de tout ce qu'on trouve dans ces zones-là. Je perds quand vous avez dit qu'il faudrait qu'on cherche des solutions au niveau de la société civile seulement, alors qu'on pensait que vous, en fait, vous pourriez faire des plaidoyers pour ces 100 voix-là. Mais aussi peut-être rappeler que l'écosystème qui est en train d'être perturbé ne concernera pas seulement les populations locales, mais à long terme aussi dans le futur, ça concerne le déséquilibre de toute l'humanité. Il faudrait leur rappeler peut-être qu'après, ceux qui prennent des décisions, ce ne serait pas le déluge. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par Philippe Barrette sur la question sur le gaspillage alimentaire. Et puis ensuite, Marcella sur la question sur l'accaparement des terres. Et puis Marcella et Pascal sur comment la société civile peut se prendre en charge et quel relais la société civile, la mobilisation de la société civile au niveau des politiques. Ok, sur le gaspillage alimentaire, 3 choses. Le premier, c'est que réduire le gaspillage alimentaire à une perte d'aliments, au fait que si on avait moins de gaspillage alimentaire, on aurait plus d'aliments sur le marché, n'est pas une solution. Paradoxalement, le gaspillage la production d'aliments aujourd'hui sur Terre par habitant augmente. Et donc, le problème est un problème d'accès à l'alimentation et un problème de pauvreté. C'est les grands problèmes de la faim dans le monde. Et donc, il faut faire attention, quand on parle gaspillage alimentaire, il faut faire attention de ne pas tomber dans le paradigme qui est faux, qui est de dire, pour résoudre le problème de la faim dans le monde, il faut produire plus, ou il faut mettre plus d'aliments sur le marché. Si vous mettez plus d'aliments sur le marché, vous allez faire chuter les prix. Et si vous faites chuter les prix, ça va encore être pire pour les plus pauvres. Donc il y a une dimension économique qui est dangereuse. Alors vous allez me dire, on va quand même pas gaspiller. Non, il ne faut pas gaspiller, parce que ça n'a pas de sens au niveau de l'utilisation des ressources. Puisqu'on utilise des ressources pour produire des aliments, c'est ridicule après de les gaspiller, alors que c'est très coûteux en ressources de produire des aliments. C'est ça la première raison pour laquelle il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ce problème de gaspillage alimentaire se poserait d'autant moins que l'on relocaliserait les productions. Ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, c'est un shift de la transformation des produits de l'agriculteur ou des petites structures vers les grandes industries de transformation et la grande distribution. Et donc aujourd'hui, la plupart des agriculteurs qui produisent du lait en France le produisent avec la même race qui est de la Holstein et produisent un lait standard qui est tout à fait mondialisé. Ensuite, l'industrie de l'agroalimentaire le transforme en tous les produits que vous trouvez dans vos grandes surfaces.
Et donc, ça induit des effets des économies d'échelle, mais ça induit aussi tous les phénomènes de gaspillage que vous connaissez. Si on relocalise la production avec des petits producteurs, je vous assure que les petits producteurs, ils ont une autre gestion des stocks et ils sont beaucoup plus proches d'un système où on va être beaucoup plus rationnel en termes de gestion des produits. Mais ça, c'est un problème de fond qui dure depuis super longtemps. Dernier élément pour la production, pour le gaspillage. Le gaspillage alimentaire, l'Europe a pour le moment un programme assez schizophrène en faveur du gaspillage alimentaire, enfin en faveur d'une politique contre le gaspillage alimentaire, et en même temps, elle est porteuse d'un système de normes, notamment via l'EFSA, l'AFSA en France, l'AFSCA en Belgique, qui a comme conséquence, en fait, de conduire à l'élimination de beaucoup de produits qui sont encore consommables. Et donc, il faudrait qu'il y ait une réflexion sur les normes. Et un exemple très, très concret, je vous ai dit qu'on utilisait énormément de grains pour nourrir les animaux, notamment les monogastriques comme les poulets et les cochons. À cause des normes européennes sanitaires, on ne peut plus nourrir les animaux d'élevage, poulets et cochons, avec des restes alimentaires qui seraient périmés pour l'homme. Avant, on fabriquait ce qu'on appelait la soupe, qu'on donnait aux cochons, et maintenant c'est interdit pour des raisons sanitaires. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est un très bel enjeu, à condition qu'on dépasse simplement le côté quantitatif et qu'on réfléchisse à l'ensemble des dimensions qu'il éveille, et il rend bien compte de la question de la complexité. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marcela. Merci de faire des réponses. Ah oui, effectivement, pour pouvoir répondre aux deux questions. Je vais juste vous demander de faire des réponses courtes parce qu'on va refaire un tour de questions avec la salle. Sur la question des politiques, ne vous méprenez pas si je me suis exprimé trop rapidement tout à l'heure. J'ai parlé de l'aspect démocratique, donc je crois évidemment dans les réponses politiques. Je dis simplement que la classe politique, dans l'essentiel, elle est soumise à des influences, à des lobbies, ça a été dit tout à l'heure. Enfin, pourquoi est-ce qu'on surfinance la question des agrocarburants? Pourquoi est-ce qu'on surfinance les énergies fossiles, etc. Parce que ce sont les grands groupes qui détiennent ces droits d'exploiter, et c'est eux qui font du profit derrière. Et donc l'argent va aux plus riches. On le voit avec l'Union européenne qui surfinance et qui continue à financer l'agriculture avec des primes à l'hectare. Alors que et en même temps, elle dit qu'il faut développer l'agroécologie, la biologie, etc., l'agriculture biologique, mais on continue à financer à l'hectare. Donc, tant que vous avez 100 hectares, vous touchez plus d'indemnités que si vous en avez un. Mais donc, la question, c'est simplement, je ne crois pas que ça puisse tomber d'en haut. On est dans un monde où il faut que la société bouge. On le voit très bien, par exemple, par rapport à un certain nombre de pays africains. Les révoltes qui sont en train de se mettre en œuvre, dont j'espère évidemment qu'elles se feront de la manière la plus démocratique possible et avec le moins de guerre. Mais on le voit par exemple sur les biens mal acquis, on les voit, c'est tout cet argent qui est détourné. Ce sont les pays occidentaux qui, pour une grande part, pour pas dire pour l'essentiel, ont permis cela, avec la corruption, avec les grands groupes occidentaux, etc. Et avec une classe politique qui est souvent mise en place dans l'intérêt de ces grands groupes et de l'Occident. Eh bien, ça doit bouger. Ça bougera par la société civile en Europe et aux États-Unis. Parce que il y a une prise de conscience et il y a donc des révoltes qui se font aussi ici. Et quand elles se font ici, elles font bouger les sociétés aussi dans le pays du Sud. Je dis simplement qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas en capacité de mêler les deux. Voilà. Donc j'ai besoin effectivement, et je le vois sur les gaz de schiste, je le vois sur tout un tas de sujets. Pourquoi est-ce que les gaz de schiste restent interdits en France? Pas parce que l'ensemble de la classe politique tout d'un coup se dit ah bah oui c'est pas bien. Mais bien sûr, si on leur donnait demain l'autorisation, ils fonceraient chercher ça. Ils y fonceraient immédiatement parce qu'il y a du profit à faire. Mais ils voient bien que les populations n'en veulent pas. C'est comme les OGM. Et donc, ça bouge. C'est un aller-retour. Lima, et je termine là-dessus, est la première conférence mondiale sur laquelle personne n'est monté à la tribune pour nier les effets du dérèglement climatique et l'influence humaine dans ces dérèglements climatiques. C'est la première fois que ça ne se fait plus. On a gagné du temps par rapport à Copenhague, tout simplement parce que la société civile, petit à petit, a réussi à faire passer, y compris dans la classe politique et la classe dirigeante, le fait que, oui, l'homme, l'être humain, est pour une grande part responsable des dérèglements climatiques. Voilà, donc il faut les deux, et c'est en cela que j'ai dit, je m'excuse si j'ai été trop rapide tout à l'heure, je ne désespère pas de la classe politique, je dis simplement que toute seule, elle n'y arrivera pas. Vale. Coincido. Bien, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous dire, l'asymétrie qu'il y a dans les rapports.
à savoir, disons qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir ou de capacité sur la gestion des territoires par les communautés locales, on n'est pas très fort là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des processus de mobilisation sociale très forts en Amérique latine à l'heure actuelle. Il y a des mouvements très forts de l'opinion publique, par exemple contre les barrages. Les gens vraiment font entendre leur voix sur ce qu'ils veulent ou ne veulent pas sur leur territoire. Et maintenant, on nous demande quoi faire face à l'accaparement des terres. Il s'agit d'une thématique complexe, toujours en raison de cette asymétrie des rapports. Et j'ai oublié de vous dire auparavant que cette asymétrie en Amérique du Sud, on la voit très clairement dans les projets RED, car là, les communautés autochtones qui ne parlent même pas l'espagnol reçoivent des contrats maintenant en français ou en anglais. Vous voyez très clairement, n'est-ce pas, pour voir le manque de capacité, l'asymétrie dans le pouvoir, même dans la gestion de l'information, et qui, en effet, peut transmettre cette information. Et il s'agit en effet de régions très éloignées. Même le gouvernement ne parvient pas à toucher ces gens, mais les promoteurs de ces projets y parviennent. Et ils viennent leur présenter des contrats en anglais ou en français. Ces gens ne parlent déjà pas l'espagnol. Imaginez s'ils vont comprendre l'anglais ou le français. La symétrie est donc extraordinaire. Bon, pour en revenir à l'accaparement des terres, qui est un peu favorisé par la RED, nous voulons un moratoire pour la signature de ces contrats, à savoir nous conseillons de ne pas signer ces contrats de la part de ces communautés. C'est ça que nous conseillons. Dans aucun site de l'Amérique latine ni ailleurs dans le monde, il ne faut pas signer ces contrats. Il y a un fort degré d'incertitude et de confusion. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit quels sont les éléments négatifs, quels sont les risques qui sont liés à ces contrats. Donc, nous, on dit carrément non à la RED dans notre ONG Amis de la Terre internationale. Mais disons que pour ce qui concerne la participation communautaire et quoi faire face à l'accaparement des terres, je voudrais souligner encore qu'il y a des mobilisations en cours, des mobilisations très fortes en cours. Il y a vraiment une espèce de rébellion citoyenne, de soulèvement lié à la participation citoyenne en Colombie, par exemple. Et on veut renforcer les processus d'établissement de titres collectifs des terres. C'est important chez nous pour les communautés autochtones et locales. Il s'agit donc de titres de propriété collectifs sur les terres. Il faut renforcer ces processus de titres collectifs. Et il faut également promouvoir les processus de souveraineté en matière alimentaire et énergétique, processus qui sont déjà en cours. Souveraineté également pour ce qui concerne la gestion et l'utilisation des ressources naturelles. Et je suis également d'accord avec la proposition d'agir sur le plan local. Il faut essayer de renforcer les capacités parce que les communautés peuvent agir sur un plan qui est le plan local. Donc il faut agir sur ce plan-là. Et elles en ont le pouvoir, mais également la responsabilité. Il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut renforcer les processus agroécologiques. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances à ça, mais il y a l'agriculture familiale et écologique, l'agriculture à petite échelle. Je crois que ça, c'est très important pour faire face aux impacts du changement climatique, c'est-à-dire en tant qu'adaptation. Mais pas seulement ça. Il s'agit également d'une façon de défendre les territoires face aux menaces dont on nous parlait, à savoir par exemple les projets d'extraction, d'activités extractives par des multinationales ou certaines propositions d'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Donc la mobilisation existe. Il ne faut pas se méprendre, cela existe. Et je pense que les communautés, maintenant il y a l'accord de Lima, il y a eu un effet où dans le temps, disons, il y avait une séparation entre les officiels et les alternatifs, mais maintenant il y a une certaine convergence. On peut déjà commencer à agir localement, il faut que nous soyons très vigilants toujours par rapport aux propositions. Et il faut y avoir une réflexion permanente au sein de ces communautés sur leur territoire. On va reprendre deux questions
Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps et je vais vraiment demander aux panélistes de répondre très rapidement pour respecter le temps. Merci. Patrick Pirot, journaliste. Une question rapide pour Pascal Durand. Les agrocarburants font un petit peu moins de bruit actuellement dans l'actualité. Pourtant, l'Europe a pris une directive planifiant la pénétration des agrocarburants en Europe. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la discussion revient sur le terrain? Et une question rapide pour Philippe Barrette. Les études telles que celle d'Agrimonde, donc qui introduisent une nouvelle perspective, celle d'interroger la consommation, est-ce qu'elles font aujourd'hui une percée dans votre monde professionnel, ou est-ce qu'elles restent encore isolées? Merci. Une autre question? Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des lobbies des multinationales. Je voulais dire, au niveau politique, quand on sait que le budget des multinationales dépasse le budget des pays, en fait, nous, petites sociétés civiles, on ne fait pas le poids. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Donc, quels sont les moyens pour nous d'agir? D'autant plus que quand on donne les subventions, par exemple, pour aider les populations locales, ça va toujours aux grandes structures. Et les petites ONG qui sont au plus proche de la population, en fait, ne récoltent que des miettes. Merci. Et une dernière question de monsieur. I am from Bangladesh. Je viens de Bangladesh. Je suis Rando Francis. Et Bangladesh, c'est un pays qui est touché par des grosses sociétés. On a eu beaucoup de discussions dans notre pays avec beaucoup de gens qui intègrent beaucoup de gens. Et on a très peu à faire quand on... Mais nous avons beaucoup de choses pour l'adaptation. On sait que nos paysans, les petits paysans, ils travaillent dans les champs salinés, et puis il y a aussi les cyclones, et aussi des fortes pluies qui touchent notre capacité de produire. Et il y a beaucoup de questions climatiques dans notre pays. Donc, nos concitoyens essaient de s'adapter. Ils essaient de calculer leurs possibilités sur leur terrain, sur le terre. Ils essaient d'inviter des désalinisations pour augmenter la production en eau. Et puis, ils essaient de produire des nourritures mais malheureusement, on perd de plus en plus de paysans. Ils vont vers les villes, et dans les villes, ils cherchent des options différentes. Comme le professeur Barrett a essayé de chercher des solutions, les gens disent que la première solution, c'est que les pays qui sont responsables pour la production des gaz à effet de serre, ils essaient de perdre ça, mais les gens qui sont touchés par cela, comme notre pays, vont opter pour l'adaptation et l'atténuation, et il y a beaucoup de choses qui nous aident pour renforcer les capacités. Et il y a le Secours catholique aussi, et il y a des essais, ils nous essayent également, ils nous soutiennent. Et pour le renforcement des capacités. Et donc, je vous demanderai au professeur Barrett quelles sont les idées que nous avons. Est-ce qu'on est sur le bon chemin, ou est-ce qu'on prend un mauvais chemin? Est-ce qu'on va dans le bon sens? On va commencer par vous, Philippe Barrett. En une minute, avec effectivement cet enjeu de l'adaptation et de la préparation au désastre pour des pays qui sont victimes aujourd'hui déjà des changements climatiques et qui doivent adapter leurs modèles agricoles tout en garantissant la durabilité du système. Je vais commencer par répondre à la première question et ça va s'enchaîner très, très naturellement.
Effectivement, les multinationales sont une partie du problème, mais si les solutions qu'elles proposaient n'étaient pas efficaces ou n'étaient pas perçues comme efficaces, c'est clair qu'elles n'auraient pas le pouvoir qu'elles ont. Et donc, le problème, c'est que la plupart de mes collègues scientifiques, ils pensent, comme les multinationales, que l'important, c'est d'augmenter la production avec des solutions techniques. Et donc, comme ils sont dans ce mode de pensée-là, parce qu'ils n'ont pas lu Agrimont, parce qu'ils ne savent même pas qu'Amartya Sen existe et qu'il a montré que la faim était un problème de pauvreté, la plupart, pas tous, ils sont bien sûr enfermés dans un modèle ultra-technologique, productiviste. Et donc, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est que mes collègues se font même pas payer par Monsanto pour dire que les OGM sont la solution. Très sérieusement. Et on a un deuxième problème tant que j'y suis, c'est un problème médiatique, parce qu'au niveau des médias, il y a bien sûr une attention aux solutions alternatives à la société civile, mais on a toujours ce souci d'équilibre, de montrer les différentes trajectoires et de dire, ben oui, on peut y arriver par là et par là. Sauf qu'on oublie de dire que certaines trajectoires comme les OGM, elles ont été inondées d'argent pendant des dizaines d'années et elles n'ont délivré rien comme résultat. Et d'autres trajectoires comme l'agroécologie, elles n'ont rien reçu et donc elles n'ont pas grand-chose à montrer pour le moment parce qu'elles n'ont rien reçu. Et donc, il y a une asymétrie de capacité, et j'en arrive à la question des capacités. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est faire confiance aux agriculteurs qui sont dans des systèmes respectueux de l'environnement, non pas parce qu'ils croient au climat ou à la planète, mais parce qu'ils savent qu'en ayant une logique à petite échelle de recyclage de la matière organique, de recyclage de l'ensemble, de bouclage de l'ensemble des cycles, ils sont efficaces pour eux-mêmes. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'agriculture à petite échelle, il ne faut pas la soutenir parce que c'est des petits producteurs. Il faut la soutenir parce que c'est la solution la plus efficace pour produire de la nourriture sans avoir d'impact sur le climat. Alors après, il faut donc construire des capacités autour de cette agriculture à petite échelle et ne pas lui demander l'impossible, c'est-à-dire ne pas lui demander une croissance trop rapide. Et donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des trajectoires qui sont réalistes par rapport aux capacités. Et là, on a une tension, parce que si on inonde d'argent certaines régions, ben on voit qu'on a un chiffre vers une agriculture industrielle, et ce n'est pas la solution. Et donc là, il y a une double travail à faire, construire des capacités, et tout en étant tout le temps en réflexion sur les trajectoires que l'on emprunte à petite échelle. Merci beaucoup. Marcella, sur le pot de terre contre le pot de fer, et cet agenda des firmes multinationales et la question de Madame sur mais est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose contre ces logiques et ces acteurs qui sont surpuissants, et peut-être la transition avec vous Pascal sur dans ce monde-là quel rôle pour les politiques avec un détour par ce qui se dit au Parlement européen sur les agrocarburants. Merci. Assez court. Vale. Oui, bien sûr. Je serai bref, oui. Je pense qu'en effet, il y a un rapport très fort avec la question d'avant, à savoir qu'est-ce qu'on fait sur le plan local. Je pense qu'il faut bien entendu renforcer les acteurs locaux et les processus locaux. En effet, les communautés sont résilientes, elles résistent à des projets qui ont des impacts négatifs et en même temps, elles sont une vraie force de proposition. Elles ont des propositions. Parce qu'elles veulent avoir une sécurité alimentaire, elles s'y connaissent en matière de conservation. Donc, pour contrer la raid, il y a d'autres propositions d'adaptation et d'atténuation en Colombie qui viennent de paysans, par exemple, qui vivent dans des zones inondables. Il y a des propositions de certains collectifs de réserve de paysans qui veulent avoir une souveraineté, une indépendance alimentaire avec une conservation de la nature. Donc, je crois qu'il faut en effet mettre l'accent sur ces territoires, les territoires que nous habitons, que ces communautés habitent. Car on dit toujours qu'il faut réfléchir sur le plan global, mais agir sur le plan local pour pouvoir faire face à ces phénomènes non seulement climatiques, mais également ces super pouvoirs, cette asymétrie dans les capacités et dans les pouvoirs vis-à-vis des multinationales, des industries extractives, etc. Donc j'insiste, agir sur le plan local et
porter une forte attention sur les propositions de ces communautés locales et autochtones qui ont toujours proposé quelque chose, qui savent gérer leur territoire, qui ont un savoir là-dessus et qui vont lancer des processus locaux de résistance face à ces activités des multinationales dont vous nous avez parlé. Donc, renforcer leurs capacités, élever le niveau de réflexion vers d'autres forums également pour faire le lien. Donc, bien sûr, nous élever vers d'autres niveaux, mais pour les communautés, agir également sur le plan local et profiter aussi de leurs réflexions qui existent. Alors, pour répondre d'abord sur un plan d'espoir, vous ne pourrez pas gagner, les ONG, les associations, etc., ne pourront pas gagner sur les mêmes combats que les multinationales. Ce sont des centaines de millions d'euros ou de dollars qui sont dépensés par les grandes multinationales pour essayer d'influencer. Donc on ne gagnera pas là-dessus, c'est clair. En revanche, on peut gagner sur autre chose. On peut gagner sur la transparence. Parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est que ça n'est pas vrai que c'est nécessairement mieux que le reste. Simplement, ils ont noyauté, notamment l'expertise. On le voit par toutes les agences. Et ce qui se passe, c'est que si on arrive à se battre, et c'est un combat sur lequel les ONG, les associations et globalement les citoyennes et les citoyens sont en train de gagner. On est en train d'essayer de faire en sorte que l'expertise soit transparente. Si on arrive à ça, alors vous verrez que des centaines de millions vont partir un peu comme du sable. Ils ont l'habitude d'ailleurs de perdre de l'argent. Donc ça peut être... Donc moi, mon espoir, il est là. C'est par plus d'activisme, plus de transparence. Et vous voyez, typiquement, juste un exemple. On est en train de gagner au Parlement européen sur la question du traité transatlantique, sur les clauses d'arbitrage privé sur les investissements, c'est-à-dire la protection des investisseurs. C'est le pire du monde dans lequel on peut aller. Eh bien, nous avons réussi à faire des majorités dans 6 commissions sur 12 pour le moment, mais il y a la grande commission INTA qui va voter ça d'ailleurs demain. Si on gagne là-dessus, c'est parce que, contrairement à ce qu'on croit, la classe politique dans son ensemble n'est pas dans une logique de corruption ni autre. Elle se laisse désinformer. Mais quand les ONG font un boulot, par exemple, d'expertise, quand elles prennent le temps d'expliquer, quand les politiques prennent le temps d'écouter, évidemment, eh bien, on voit qu'on gagne et qu'on peut faire bouger des majorités. Et ça te répond, Patrick, sur la question, pardon, monsieur le journaliste, sur la question de la directive. Au départ, la directive, elle était lamentable, c'est-à-dire qu'elle définissait les agrocarburants comme étant, les biocarburants comme devant être développés, etc., énergie renouvelable, blablabla. Et puis il y a eu énormément de boulot qui a été fait par la société civile, par les médias, par un certain nombre d'experts indépendants, et il y a eu marche arrière. La commission a fait marche arrière en disant non mais ok on va limiter. Ils ont donc essayé de faire baisser les subventions à l'horizon 2016-2017. La France d'ailleurs traîne des pieds parce que notre ami de la FNSEA, parce que ça aussi il faut le dire, les logiques, c'est la France, elle est co-dirigée par la FNSEA, donc je sais que Monsieur Le Foll va venir et je lui fais confiance, il est très brillant. La réalité c'est que on fait tout en France et on a retardé la baisse des subventions aux agrocarburants tout simplement parce qu'il y a des intérêts privés extrêmement forts, y compris du dirigeant de la FNSEA sur cette question-là. Je veux dire, il faut quand même le dire. Et tant pis si on dit que c'est pas vrai. La réalité est là. Donc, ça a baissé sur la directive. Simplement, on est pour le moment à un objectif de 7%, qui est encore beaucoup trop élevé. Je rappelle que globalement, l'agriculture bio, c'est 4-5% à peu près en Europe. Donc, on voit qu'il y a plus de surfaces agricoles qui sont dédiées aux agrocarburants en Europe, ou qui peuvent l'être, que à l'agriculture biologique. Or, l'agriculture biologique répond effectivement à la question de la relocalisation, y compris des services publics, y compris des écoles, y compris de l'emploi, et naturellement des circuits courts qui font qu'on dépense beaucoup moins de CO2. Voilà. Donc, moi, madame, je suis optimiste. Il faut que la société civile continue à agir comme elle le fait à travers les ONG, les assos. Il faut que les politiques soient en relais au sein des institutions. Mais moi, je crois que, encore une fois, le 21e siècle, sinon de toute façon, il basculera dans la barbarie, sera un moment où l'éthique, les conditions de réflexion sur l'humain et sur ce que l'on porte, va l'emporter. Voilà, ça va être notre grand combat et il ne fait que commencer. Merci. Mais moi, je vous le dis, on gagnera. Merci beaucoup. Alors,
Merci beaucoup. Juste pour conclure, juste effectivement retenir de ce premier tour d'horizon de ce qu'on appelle les solutions climat. Et aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a effectivement de nombreux effets pervers à ces solutions et qu'il faut réfléchir ces solutions climat à l'aune des enjeux environnementaux, bien sûr, mais des enjeux sociaux, et que on doit, comme le disait Philippe Barrette, ne peut-être pas se laisser piéger par cette rhétorique de l'urgence. Cette rhétorique de l'urgence, elle est plus que positive, parce qu'objectivement, il faut agir, mais elle ne doit pas être un prétexte à se lancer dans des solutions qui sont réellement piégeuses pour le développement durable. Je voudrais remercier très chaleureusement mes panélistes. Merci à vous pour vos contributions.